Donc là, on va retourner en arrière un peu pour étudier ou bien voir le deuxième chapitre, qui est le chapitre des classes et objets. Donc on va voir ce que propose le .NET, c'est-à-dire parce que c'est un langage, c'est-à-dire on va travailler avec le C# comme le VB.NET. Donc ce sont des langages qui sont orientés objets et utilisent la notion de classe et objet. D'accord? Donc vous avez certainement remarqué que lors des premiers chapitres, avec les applications de type console ou bien des applications interface graphique, on a toujours la notion de classe et le tout est dans des classes. D'accord? Juste à noter que, c'est-à-dire, le .NET n'accepte pas à ce que des instructions sont écrites en dehors de classe, comme c'est-à-dire des instructions pour le compilateur. Par contre, il est possible d'utiliser ou bien d'écrire des instructions pour le préprocesseur avec la notation DS. Donc là, voilà le plan. Donc on va voir, c'est-à-dire une introduction sur la notion de programmation orientée objet, sur surtout la notion de classe et objet, pour différencier. Je sais que la plupart de vous, pour ne pas dire la totalité, connaissent très bien ce concept. Donc on va voir les espaces de nom avec le .NET. On va voir, c'est-à-dire les droits d'accès aux champs, aux classes, aux méthodes. On va voir la surcharge des méthodes, constructeurs, destructeurs. Bien sûr, on a le garbage collector qui libère, mais ça n'empêche à ce que si par besoin, on peut programmer notre destructeur de classe pour libérer je sais pas, libérer des accès à des bases de données. Oui, ça dépend de notre utilisation. Donc, on va voir les objets, les tableaux, la copie et comparaison. On va parler des champs et méthodes statiques. On va aller vers la notion de l'héritage du polymorphisme. On va voir les méthodes d'extension, c'est-à-dire comment étendre une autre classe avec des méthodes déjà prédéfinies dans la classe objet. On va voir la surcharge d'opérateurs, comme je l'ai déjà expliqué la première séance, pour pouvoir faire des opérations arithmétiques ou bien des opérations de comparaison sur des objets de classe utilisateur, c'est-à-dire des classes définies par l'utilisateur, comme l'addition, la soustraction, faire des tests booléens, l'égal ou bien le non égal. On va voir les propriétés, comment définir une propriété et comment définir des indexeurs sur notre classe. Et à la fin, on va voir les classes qui sont déjà prédéfinies, les classes non visuelles, les classes abstraites. Classe et méthode partielle, déjà, on en a parlé dans l'interface, la partie interface graphique. Et bien sûr, les interfaces. Donc, une classe, c'est quoi? Une classe, c'est un nouveau type qui est composé, qui caractérise un langage orienté objet. C'est-à-dire, si une fois on travaille ou on dit que on va utiliser des classes, automatiquement, on fait référence à un langage POO, c'est-à-dire un langage de programmation orienté objet. Donc, la classe consiste à définir un nouveau type. Ce n'est pas un type simple comme un entier, ainsi de suite, mais c'est un type un peu abstrait pour définir ou bien représenter une entité bien précise. Donc la classe contient une définition d'information. C'est un domaine abstrait. Lors de la création de l'écriture du code de notre classe et la compilation, logiquement, la classe qui a été compilée n'occupe aucun espace mémoire dans le programme, sauf pour le cas des objets qui sont statiques. D'accord? On en a déjà parlé, on va y revenir par la suite. Donc, là, on suppose qu'on va pas travailler pour l'instant avec des objets statiques. Par définition, une classe définie n'occupe pas de zone mémoire. D'accord? La zone sera créée pour un objet de classe et pas pour la classe elle-même. Une classe contient des champs et des méthodes. Donc, des champs, ça peuvent être des attributs simples, comme ça peut être des attributs intelligents.
nommer des propriétés, bien sûr, des fonctions qu'on appelle des méthodes une fois on est dans l'APO. Donc, pour utiliser une classe, il faut instancier ou bien déclarer une variable de type cette classe qu'on a créée. D'accord? On parle d'objet, c'est une instance de classe, une variable de type classe donnée. Par contre, donc l'objet, une fois créé, il occupe de la mémoire au moment d'exécuter, c'est-à-dire le programme, une fois l'instruction d'instanciation est exécutée ou bien, c'est ça, exécutée, tout simplement. Donc, des exemples, on parle d'une classe, c'est le concept d'un chien. Donc, c'est l'exemple qu'on utilise à chaque fois pour expliquer ou bien définir le concept de classe. Et objet, un chien particulier. Donc, voilà notre classe chien. Elle décrit comment est le chien, c'est-à-dire d'une manière générale, son poids, la taille, la couleur des yeux, ainsi de suite, et les caractéristiques qui diffèrent d'une race à une autre. D'accord? On peut avoir aussi des actions dans la classe chien, manger, sauter, ainsi de suite. D'accord? C'est la classe chien. D'accord? On l'a définie, on la compile. Et est-ce que de la classe, est-ce que le compilateur va réserver de la mémoire pour cette classe? Non. D'accord? Elle est créée, mais c'est un type qui, qu'on peut utiliser par la suite pour définir nos objets. Les objets dans cet exemple, ce sont des chiens. Un chien particulier, par exemple, un chien qui a un poids de 15 kilos, avec une hauteur, une couleur, ainsi de suite, avec les actions dont il est capable, par exemple, il peut manger, sauter et aboyer. Pour la déclaration, c'est-à-dire en C#. D'accord? Pour définir une classe, on va utiliser le mot réservé classe, d'accord, minuscule, et dedans, c'est-à-dire on va utiliser les accolades pour définir le bloc de classe, des accolades ouvrantes et des accolades fermantes, et dedans on va définir les méthodes et les champs de la classe. Donc la syntaxe ici, elle est définie comme suit. Donc en fait, quand j'ai dit quand j'utilise c'est-à-dire que c'est pas quand j'utilise moi, quand dans une syntaxe on utilise des crochets, ça veut dire que ce sont c'est-à-dire des utilisations qui sont facultatives. D'accord? Par contre, dans la définition, bien la syntaxe, quand on utilise des accolades, c'est obligatoire. Et quand on utilise une barre verticale, c'est-à-dire, ce sont deux options de choix, c'est-à-dire soit à gauche, c'est-à-dire, ou bien celle de droite. Donc, là, Access Modifier, c'est cette partie-là, c'est en général, ce sont les droits d'accès à la classe, d'accord? C'est pas obligatoire. On peut citer une classe comme étant publique accessible par tous les objets, ou bien ne pas l'utiliser. Par défaut, c'est private, c'est-à-dire elle est privée. Donc le mot réservé classe, le nom de la classe, d'accord? Et ce qui suit, هنايا, c'est facultatif. D'accord? On voit bien que ce sont des crochets. Deux points, si on veut utiliser, c'est-à-dire que notre classe va hériter d'une classe mère. Ou bien, on sait bien que l'héritage multiple n'est pas autorisé, mais on peut passer par des interfaces. Donc, je pense que vous avez déjà vu Hatchi. Et après, on va ouvrir les accolades et l'implémentation de notre classe. D'accord? Et point virgule qui est facultatif. On peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. D'accord? Les délimiteurs d'une classe sont reconnus par HADAC. Le compilateur, ce sont les accolades. En C#, tout est inclus dans une classe, sauf pour les instructions pour le préprocesseur avec les dièses. Donc, différence entre classe et objet. Donc, vous savez très bien quelle est la différence entre classe et objet. Dans cet exemple, on a
par exemple, une variable appelée var qui est de type int. D'accord? Donc là, var, c'est un objet. D'accord? Bien sûr, si la classe, le type qu'on a utilisé, c'est avec I majuscule, c'est une classe, d'accord? Qu'on a euh, initialisé avec tous. D'accord? Par contre, on ne peut pas utiliser la classe pour l'affectation. Donc, int égale à 12, c'est pas permis. Donc, pour les espaces de nom, le Visual Studio de Microsoft, c'est-à-dire pour les programmations C Sharp, .NET, C Sharp et VB.NET ou bien le F Sharp, en général, il regroupe le tout dans des espaces de nom. Et ce ne sont pas obligatoires, on peut ne pas les mettre. Mais par défaut, quand on crée un projet, on trouve toujours qu'il y a des espaces de nom qui encapsulent l'ensemble des classes. D'accord? Les espaces de nom, on les utilise pour faciliter ou bien pour, c'est-à-dire définir un champ d'accès à des classes. D'accord? Donc Visual Studio regroupe les classes dans des espaces de nom. C'est pas obligatoire, mais on peut les utiliser pour faciliter c'est-à-dire la nomenclature pour accès à nos objets ou bien à nos classes. Donc par défaut, pour un projet concret, le nom d'espace donné est le nom du projet. D'accord? On peut on peut le modifier dans notre, c'est-à-dire dans le code directement. On peut, pour la modification, comme je l'ai déjà fait dans c'est-à-dire je pense le deuxième exemple que je vous ai envoyé pour la calculatrice, on peut utiliser soit le menu édition pour utiliser donc, les raccourcis qui facilitent les modifications. C'est-à-dire il faut modifier le tout dans le projet. D'accord? On peut trouver plusieurs classes dans un même espace de nom. On peut trouver plusieurs espaces de nom dans un même projet, fichier CS. On peut trouver des classes sans nom d'espace et on peut trouver des noms d'espace qui sont imbriqués, c'est-à-dire on a la liberté d'utiliser les noms de classe, ce n'est pas obligatoire, mais on peut les utiliser. Donc voilà quelques exemples. Donc dans le premier exemple ici, là j'ai déclaré deux espaces de nom X et Y. Et dans X, j'ai déclaré un programme, une classe qui s'appelle programme. D'accord? Et j'ai fait appel, c'est-à-dire CLS, ma variable CLS ici, il est de type C, c'est-à-dire la classe C qui est dans l'espace de nom Y. D'accord? Et là, c'est obligatoire de faire la notation. De même, mais maintenant, il y a des exemples. Deuxième exemple en bas, j'ai déclaré, j'ai fait une imbrication de nom d'espace. D'accord? Remarquez bien que dans la fonction main de la classe test, pour accéder à la classe C, il faut passer par le X et Y. C'est-à-dire, X c'est le premier nom espace, et Y c'est le deuxième nom espace imbriqué, et C c'est notre classe. Ainsi de suite. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? Pour utiliser un nom d'espace, c'est-à-dire il faut utiliser le using, y, point virgule. Donc là, j'essaie juste de mettre les instructions de base sans respect à la syntaxe de C Sharp. Donc ainsi de suite. Donc pour, c'est-à-dire faire référence à une classe globale, on utilise le mot-clé global et les deux doubles de points. Donc pour un exemple, donc l'exemple on va utiliser par la suite. J'ai déclaré un nom d'espace qui s'appelle TimeClass. J'ai déclaré ma classe qui est de type, c'est-à-dire je l'ai nommée time, elle est publique. J'ai déclaré des attributs qui sont de type int, sont privés par défaut, donc je n'ai pas mentionné que c'est public. J'ai déclaré une méthode display current time qui affiche un message, afficher la date. Donc pour déclarer un objet de classe donnée, c'est-à-dire j'ai déclaré ma classe qui est time et je vais l'utiliser par le biais des objets.
D'accord? Je vais définir un objet qui est de type ma classe et l'instancier par l'opérateur new ou bien par l'instruction new. Donc, c'est-à-dire dans le même namespace où j'ai ma classe, time class, j'ai déclaré une autre classe qui s'appelle tester. Et dedans, donc, j'ai défini ma méthode principale, main. J'ai déclaré un objet, donc là, c'est la déclaration, c'est-à-dire on fait référence T, il fait référence ou bien c'est de type time, et je l'ai instancié avec new time. D'accord? Donc là, c'est obligatoire d'utiliser les- les parenthèses, tout simplement, et j'ai fait appel à ma fonction display current time qui va afficher justement donc, un message. Donc pour la libération d'objets, on sait bien que il y a le garbage collector qui s'en charge de la libération automatique de la mémoire. Elle est exécutée, c'est-à-dire de la libération est exécutée une fois l'objet cesse d'exister, c'est-à-dire n'est plus utilisé, ou bien une nouvelle valeur est affectée à la référence, c'est-à-dire on a modifié l'emplacement, donc l'ancienne case mémoire sera libérée. Donc, pour les droits d'accès, on a public, private et protected. Donc, public, pas de restriction. Private, les éléments déclarés ou bien les objets déclarés comme étant privés ne sont accessibles que aux méthodes de cette classe. C'est le droit par défaut, c'est-à-dire si on ne fait, on omet de préciser le droit d'accès, c'est private. Protected, il est utilisé pour, c'est-à-dire c'est privé avec accès à partir des classes qui vont hériter ou bien dériver de cette classe. Donc voilà des exemples. Tout ce qui est privé n'est pas accessible. Donc j'ai instancié mon objet T qui est de type time. J'ai essayé d'accéder à l'attribut year. Automatiquement, on va dire c'est privé, donc on n'en a pas accès. Donc les champs et méthodes statiques. Donc en général, quand on dit qu'on crée une classe, l'existence de cette classe n'a lieu que via l'utilisation d'un objet. Ce n'est pas le cas des objets statiques. Les objets statiques, quand on définit un objet statique à la compilation, de l'objet statique, que ce soit un attribut ou bien une méthode, il a de la place dans la mémoire, il est créé directement et on peut y accéder sans passer par un objet. On peut accéder directement via la classe point et l'objet statique. Donc, sont accessibles indépendamment de toute existence d'objet de la classe, sont partagés, on dit que les éléments statiques sont partagés par tous les objets de la classe. Donc, on a déjà parlé. C'est-à-dire, si j'ai par exemple un attribut X de type entier d'une classe quelconque, d'accord, il est partagé par tout le monde. Et on peut y accéder, d'accord, de n'importe où, utilisant le nom de la classe .x. Et on peut le modifier, d'accord, de n'importe où. Et cette valeur reste partagée, on peut la modifier, tout le monde peut la modifier. Les objets et méthodes statiques ne peuvent pas être appelés par un objet de classe. C'est-à-dire si je définis une instance, un objet de classe, donc l'objet point ne peut pas accéder aux objets statiques. Pour accéder aux objets statiques, comme on le dit souvent, le nom de la classe point est l'objet en relation. Une méthode statique n'a accès que champ statique, ne peut pas appeler que des méthodes statiques. D'accord? Une méthode non statique d'une classe a accès au champ statique et non statique de sa classe. Donc, les exemples de fonctions ou bien de méthodes statiques, pour la classe console, on a write, writeLine, read, readLine. Pour la classe math, absolue. Donc, on a pour writeLine dans les projets console, c'est-à-dire on n'a pas utilisé une instance de classe, plutôt on a accédé directement à utilisant console.writeLine. D'accord? Parce qu'ils ont été définis comme étant des objets ou bien des méthodes qui sont statiques. Donc, des exemples. Donc, DisplayMount, ici, dans la classe time, je l'ai défini comme étant statique. Et dans la fonction main de la classe testée, l'objet T de type time ne peut pas accéder à DisplayMount. D'accord? C'est une erreur, pas accessible. Par contre, on peut accéder directement via le nom de la classe .display
mount. D'accord? La surcharge des méthodes, c'est-à-dire on peut définir une méthode, c'est-à-dire quand je dis une méthode, c'est-à-dire le nom de la méthode, on peut la définir sous plusieurs formes. D'accord? C'est-à-dire qu'une classe, on peut trouver plusieurs méthodes qui portent le même nom, mais qui diffèrent par le nombre ou bien le type des arguments. D'accord? À noter qu'on ne peut pas avoir deux méthodes de même nom, de mêmes arguments qui sont distincts seulement par le type de retour. C'est interdit. C'est-à-dire, le fait de juste modifier le type de retour n'est pas permis et n'est pas considéré comme une méthode, une façon de surcharge de méthode. D'accord? Il faut modifier en plus les arguments. Donc l'exemple اللي شفنا اللي هو هذاك ce sont les variables nommées et par défaut des méthodes. Ce sont des façons ou bien des écritures de la surcharge facile. Le mot-clé 10 est utilisé dans le C Sharp, comme le cas de Java. Donc, la plupart des langages POL l'utilisent. C'est pour, en général, lever les ambiguïtés de noms de champs dans les classes. C'est-à-dire, l'exemple que j'ai dans la classe time un attribut qui s'appelle UIR, d'accord? Et je l'ai instancié avec 1980. Dans la méthode displayCurrentTime, j'ai un attribut, un argument en entrée qui s'appelle UIR, c'est-à-dire j'ai dans la fonction, dans la classe plutôt time, on a deux attributs, bien deux variables qui s'appellent UIR. La première variable, c'est un attribut de classe. La deuxième variable, c'est un argument de méthode, d'accord? Lors de l'appel de la console.writeLine, si j'en mets le 10, automatiquement, il va chercher la définition la plus proche et qui est l'argument de la méthode. D'accord? Si je veux faire référence à la year c'est-à-dire l'attribut de classe, je dois utiliser 10. Et ainsi de suite. Donc, là, dans l'exemple, dans l'instanciation, donc j'ai déclaré mon objet time, new time. J'ai fait appel à, j'ai passé 2011, d'accord? Remarquez bien que la fonction display current time, il fait quoi? Il affiche le contenu de hier. J'ai passé 2011 et qu'est-ce qu'elle a affiché? 1980. Logiquement, c'est-à-dire, là, pourquoi? Parce que j'ai utilisé 10, 10, il fait référence à la classe, toujours. 10, c'est la classe, d'accord? C'est-à-dire, c'est la classe en cours. Si j'enlève le 10, il va afficher 2011, et ainsi de suite. Donc, toujours le 10, c'est pour lever les ambiguïtés, et le 10 fait référence à la classe elle-même. Donc, pour les constructeurs, qu'en C++, c'est une méthode un peu particulière dans l'écriture, appelée un constructeur, qui est automatiquement exécuté lors de la création de l'objet. D'accord? Au moment d'utiliser le new. Donc, pour définir un constructeur, il faut que cette méthode doit porter le nom de la classe. C'est une obligation, sinon on parle de méthode simple. Doit être qualifiée de public, peut admettre 0, 1 ou plusieurs arguments en entrée et ne renvoie rien. D'accord? C'est la classe, c'est-à-dire le constructeur ne renvoie rien, contrairement à la méthode, et on ne doit pas utiliser le void, c'est-à-dire le void il est omis. Pour le cas des méthodes, il faut toujours un type de retour. Si la méthode ne renvoie rien, c'est void. Ce n'est pas le cas pour le constructeur. C'est-à-dire on ne fait pas, on n'écrit pas le void. On écrit directement public, le nom de la classe, entre parenthèses, les arguments à passer. Donc, en C#, un constructeur n'est pas obligatoire. Dans le cas où il n'est pas déclaré, le compilateur génère automatiquement un constructeur sans argument et initialise les attributs avec, c'est-à-dire les valeurs par défaut. Donc là, vous allez devoir faire l'exercice, essayer de le lire à tête reposée, d'accord? Et je vous donne 15 minutes maximum et je vais demander à quelqu'un de vous de partager avec nous
son écran et nous dire quelle est, c'est-à-dire la sortie de ce programme. Donc voilà la solution proposée avec des messages ainsi de suite, le compteur statique qui est incrémenté à chaque fois et automatiquement vous allez remarquer que à un certain moment l'application bug avec un message concernant donc la zone mémoire. Là, on va passer Monsieur, à un deuxième. Oui, monsieur, vous pouvez retourner vers le slide précédent? oui. Monsieur, je m'excuse, monsieur, quel est l'objectif dans la classe test référence circulaire, je vois qu'il y a state h read entre deux croches. Monsieur, c'est quoi son objectif? Un DAC, c'est pour, c'est-à-dire les tweets. Monsieur, D'accord? Oui, monsieur, pour oui, monotrade. C'est pour que, c'est-à-dire l'exécution de l'instanciation là, donc l'instruction dans la fonction main soit exécutée en parallèle. ok, merci. D'accord? On va voir à chiffre les tweets. Merci. D'accord? Donc, on va faire un deuxième exercice. Là, on va faire, dans le premier exercice, c'était c'est-à-dire le cas d'un problème très courant qui est lié avec tout ce qui est objet. احنا خدمنا avec les tableaux. Là, on va faire un exercice sur la notion de la PO utilisant classe et objet. D'accord? Donc là, dans la classe Perse, on a deux attributs qui sont privés. On a un constructeur qui va initialiser l'attribut nom avec une chaîne vide et l'âge avec -1. Un deuxième constructeur qui va initialiser le nom avec la valeur passée. Et un troisième constructeur qui va initialiser les noms et âge avec ce qu'on lui passe. Et une méthode affiche qui va afficher le nom et l'âge à la console. Donc dans la classe principale, qui va contenir la fonction principale main, on va déclarer deux objets. Le premier avec le nom Mohamed et 22. On va afficher les informations dédiées et on va déclarer un deuxième, c'est-à-dire objet avec le nom est Ali et automatiquement غادي يكون l'âge qui est سميتو غادي يكون شحال ça va être 0. C'est le deuxième constructeur. Donc voilà l'implémentation. Donc là, on essaie juste c'est-à-dire c'est pas de tester, mais je sais bien que la plupart d'entre vous, pour ne pas généraliser, connaissent la notion هذه. Donc les constructeurs ديالنا هما le constructeur vide, chaîne, le nom est chaîne vide, l'âge est -1. De même, donc j'ai laissé l'âge -1 pour le deuxième constructeur, le troisième avec les valeurs qui lui est passé, ainsi de suite. D'accord? Et on affiche juste c'est-à-dire là, on affiche si âge, j'ai fait de telle sorte à ce que on vérifie si l'âge est initialisé, on ne l'affiche pas, sinon on l'affiche. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions concernant l'implémentation? C'est clair, monsieur. Non, monsieur, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est la programmation. D'accord. Donc, les constructeurs, on va, c'est-à-dire dans le cas où on veut, l'exemple ديالنا اللي قبل, هنا, vous allez, c'est-à-dire, vous avez remarqué certainement que on peut, c'est-à-dire, au lieu de réécrire des instructions déjà écrites dans un des constructeurs, on peut faire appel, c'est-à-dire au constructeur. Là, pour le faire, on fait appel, on va utiliser le mot 10 entre parenthèses. D'accord? C'est-à-dire 10 dans l'implémentation de la classe, entre parenthèses, ça signifie, ديما كنقولوا 10 ben elle fait référence à la classe elle-même. Ça signifie tout simplement le constructeur. 10 sans parenthèse, c'est le constructeur, c'est-à-dire sans parenthèse. 10 avec, entre parenthèses, le n, donc c'est-à-dire le n, c'est chaîne de caractères. Il va chercher le constructeur avec la chaîne de caractères. Donc ce qu'il faut noter, c'est que c'est le 10 qui sera appelé en premier lieu et après les instructions dans le constructeur. Donc on a utilisé les deux points, d'accord, et
J'écris sur la même ligne pour ces questions d'ergonomie, question d'affichage, d'accord? Ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire la façon d'écrire. Donc 10, 2.10, entre les parenthèses, je retourne à la ligne, j'ouvre les accolades et j'écris le code. Mais pour que le texte ne déborde pas du slide, j'essaie de me débrouiller de telle façon à garder le tout sur le même slide. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, Néa? Non, c'est clair. C'est bon? Non. C'est très bien, on passe. Donc pour le destructeur, en général, logiquement, une fois on sait bien qu'il y a le garbage collector, automatiquement le destructeur, c'est-à-dire le garbage collector du .NET s'en charge de la destruction des objets non utilisables, mais des fois, on en a besoin. C'est-à-dire, si je veux libérer un accès à une base de données, je veux faire des libérations des objets, je veux forcer quelques instructions qui seront exécutées, je vais utiliser donc un destructeur qui utilise le préfixe tilt, d'accord? Et sans argument ni rien, d'accord? Et on écrit ce qu'on veut. Donc, là, remarquez bien que le constructeur en bas, on voit ici, donc tilt, le nom de la classe, entre parenthèses, et les instructions à exécuter pour, c'est-à-dire une fois un objet cesse d'exister. C'est bon? Donc là, c'est très très rare qu'on l'utilise. Maintenant, si vous voulez tester, en général, il faut vraiment laisser l'application en exécution et terminer avec un objet. Et vous allez voir afficher à la console destruction de l'objet. C'est-à-dire, une fois l'objet cesse d'exister, on va voir qu'il y aura le message qui sera exécuté. Donc, pour le forcer, c'est-à-dire pour aider, il est recommandé, ce n'est pas obligatoire, il est recommandé d'implémenter ou bien de redéfinir la fonction dispose. Et bien sûr, la fonction dispose, elle est dans l'interface idisposable. L'héritage, on dit que on va redéfinir la fonction dispose et bien sûr, la fonction dispose, elle est implémentée, elle est écrite, c'est pas implémenté, donc la signature delta, elle est écrite dans l'interface idisposable et on doit mentionner que la classe perse, c'est-à-dire la classe courante où on veut implémenter le destructeur de cette façon, doit implémenter l'interface idisposable et écrire les instructions qu'on veut faire. D'accord? Donc là, on a utilisé le dispose et dans la classe de test, ou dans la fonction, la méthode de test, on va. Donc, avec using, quand on utilise using, c'est-à-dire qu'on va, je ne sais pas est-ce que j'ai fait référence à le mot-clé, à l'instruction using, c'est-à-dire en dehors de le bloc noté using, le P1 et le P2 n'existent plus. D'accord? Automatiquement, c'est comme si je dis au garbage collector que après l'accolade de usine, usine est utilisée. D'accord? Après l'accolade de usine, les objets les éléments en considération n'ont plus d'existence. Et automatiquement, on fait de l'écriture. C'est les instructions écrites ou bien implémentées dans la fonction, dans la méthode dispose, qui seront exécutées. Vous allez voir qu'il y aura destruction de l'objet deux fois, parce que P1 et P2 font référence au même objet. Donc là, on va passer à l'héritage. Donc l'héritage, à partir d'une classe mère, on peut créer une classe dérivée. L'objectif là, c'est une sorte de faciliter l'implémentation. C'est-à-dire, j'ai déjà, je sais pas, écrit une classe X et je veux reprendre les éléments de la classe X et ajouter quelques éléments pour créer une nouvelle classe. Donc, automatiquement, au lieu de réécrire tous les éléments de cette classe, je vais définir ma nouvelle classe comme étant une classe qui hérite d'une classe qu'on appelle une classe mère. Et bien sûr, classe mère, classe fille. D'accord? L'exemple, là, c'est la classe personne.
Elle est distinguée par son nom et l'âge, c'est-à-dire une personne, là pour l'instant, on va utiliser deux attributs, le nom et l'âge, c'est une classe de base, d'accord? Sachant que il y aura une classe étudiant, qui est l'étudiant, c'est quoi? C'est une personne, mais en plus, il a des éléments qui lui sont spécialisés, par exemple la CIE, c'est ça, la CNE plutôt, d'accord? Autre chose, d'accord, que les personnes ne sont pas obligatoires d'en avoir, d'accord? C'est-à-dire, on va créer une classe personne, et par la suite, chaque classe qui va utiliser les mêmes éléments de personne avec quelques spécifications, on va dire que notre nouvelle classe hérite de la classe mère et bien sûr ajouter quelques éléments qui vont la différencier. D'accord? Donc un étudiant a les caractéristiques générales d'une personne, mais aussi des caractéristiques propres d'un étudiant, comme le CNE. Donc une personne n'a pas de CNE obligatoirement, ça peut ne pas être un étudiant. De même, un lycéen, c'est une spécialisation par son niveau de la classe étudiant. Donc, on peut créer un lycéen qui hérite de la classe étudiant, ainsi de suite. Donc, c'est l'objectif de l'héritage. Là, on ne fait pas de distinction entre champ et méthode de la classe dérivée avec ceux de la classe mère. D'accord? C'est par défaut. Dans une classe dérivée, on peut ajouter de nouvelles méthodes et de nouveaux champs. On peut même déclarer des champs et des méthodes qui portent le même nom que la classe mère, c'est permis. On va voir les problèmes avec, c'est-à-dire le fait que une classe phi qui hérite d'une classe mère, et dans la classe phi, je veux implémenter la même fonction que celle qui a été déclarée dans la classe mère. D'accord? C'est permis. Mais il y aura un problème, les rois, quelle classe, c'est-à-dire pour un objet de type classe phi, quelle classe ou laquelle méthode doit être exécutée? Est-ce que celle de la classe phi? Parce que qui marquena la classe, les éléments de la classe mère seront hérités dans la classe phi. C'est-à-dire que la classe phi, fiha, va contenir les éléments de cette classe et les éléments de la classe mère. Et du coup, on a un problème, c'est-à-dire on a un problème, on a deux méthodes qui ont le même nom, les mêmes informations, la même signature, mais bien sûr qui diffèrent du fait que l'une appartient à la classe phi et l'autre appartient à la classe mère. Donc là, on va voir le problème du polymorphisme. C# n'accepte pas d'héritage multiple, d'accord? On peut, c'est-à-dire dans la déclaration de l'héritage, n'utiliser qu'une seule classe mère, mais pour utiliser l'héritage multiple, on peut passer par les interfaces. Donc voilà un petit exemple. Donc on a la classe mère qui s'appelle Perse, dont j'ai déclaré deux attributs, nom et âge. Je les ai notés comme étant protected. On a vu dans la partie d'accessibilité que protected, les champs protected sont des privés, mais accessibles par les classes héritant de cette classe mère. D'accord? On a notre constructeur et on va définir en bas une classe français qui hérite de la classe perse. D'accord? Automatiquement, la classe français, quels sont ses éléments? Elle aura comme élément le nom et l'âge. D'accord? Et en plus, on a ajouté un nouvel attribut qui est de type chaîne de caractères. Je l'ai noté département. Base, donc remarquez si vous, avant, donc si on voulait, quand on voulait accéder à un constructeur à partir d'un autre constructeur de la même classe, on a utilisé le 10. D'accord? Si on veut accéder à un constructeur à partir, c'est-à-dire un constructeur de la classe mère à partir de la classe phi, et là, ce n'est pas 10. D'accord? 10, c'est la classe en cours, mais on va utiliser le base. D'accord? Donc, on a dans le constructeur de la classe français, va initialiser les trois. Donc, là, c'est l'héritage. Donc, le N et le A, ce sont des éléments de la classe mère qui, après héritage, deviennent des éléments de la classe phi
et j'ai fait l'instanciation et j'ai déclaré ma fonction affiche pour afficher c'est-à-dire mes informations, le nom, l'âge et le département. Donc là, j'ai modifié, c'est-à-dire l'écriture parce que je sais bien que dans la classe mère, on a un constructeur qui admet c'est-à-dire une chaîne de caractères et un entier. J'ai fait de telle sorte à utiliser base au lieu de l'instanciation directe, comme ici. Donc j'ai dit que base, elle remonte vers la classe de base qui est la classe mère. Donc là, j'ai instancié un objet, Marius, qui est utilisant la classe phi, et je vais faire appel à la fonction affiche pour afficher les informations déroulées. Est-ce qu'il y a des questions ici? Non, monsieur. C'est Monsieur, bon? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, il y a des notions déjà vues, je pense, en Java, Oui, monsieur. autre langage POO. Donc, on ne fait que faire un petit rappel et faire la projection sur le C#. Donc, là, la problématique, on va commencer avec la première problématique, c'est que la classe mère et la classe dérivée ont des méthodes de même nom. D'accord? Donc, on a affiche dans la classe mère et affiche dans la classe phi. Est-ce que c'est une erreur de compilation? Non, mais plutôt un avertissement pour l'instant. D'accord? L'avertissement, c'est-à-dire, va dire que il y aura une encapsulation de une méthode, c'est-à-dire affiche de la classe phi va cacher affiche de la classe mère. C'est-à-dire comme si le compilateur vous met en alerte pour trouver une solution. Donc à la compilation, un avertissement pour la fonction affiche de français parce qu'elle cache celle de la classe mère, perse. Donc là, j'ai dit qu'il n'y aura pas de problème, mais plutôt un avertissement. Donc là, on parle du polymorphisme. Le polymorphisme, c'est lorsqu'une classe dérivée hérite d'une classe de base, bien sûr, elle gagne toutes les méthodes, les champs, propriétés, ainsi de suite, et événements, pour modifier les données et comportements d'une classe de base, c'est-à-dire déjà des éléments qui ont été définis dans une classe qu'on appelle classe de base. Si on veut les modifier ou bien modifier leur comportement dans la classe phi, on a deux choix. Soit de substituer le membre de base par un nouveau membre dérivé, ou bien remplacer un membre de base virtuel. D'accord? On va voir Achikane en détail. Donc, pour résoudre le problème d'avertissement, on peut utiliser le mot-clé new. C'est-à-dire, dans la classe phi, on va noter notre fonction affiche comme étant une nouvelle méthode, c'est-à-dire new. Ceci veut dire que il y aura une méthode plutôt affiche dans la classe mère, mais celle, c'est-à-dire de la classe courante, la classe français, je vais déclarer une nouvelle méthode. Donc, j'ai juste caché, c'est-à-dire enlever l'avertissement. Donc, automatiquement, là, le compilateur, pourquoi ces avertissements? C'est pour alerter l'utilisateur ou bien le développeur sur des fausses manœuvres. C'est-à-dire, c'est possible que au lieu d'écrire afficher, affiche, le compilateur vous dit voilà, il y a une fonction, il y a déjà une fonction affiche que tu peux utiliser. Ce n'est pas la peine de redéfinir une nouvelle méthode. Sinon, tu enlèves la méthode de la classe mère. Si on veut, c'est-à-dire on est contraint ou bien forcé de réécrire ou bien redéfinir la méthode affiche dans la classe français, je dois le dire au compilateur et on le dit par le biais du mot-clé new. D'accord? New enlève l'avertissement. D'accord? On va aller vers les instructions. Qu'est-ce qu'on a? C'est pour, c'est-à-dire pour lever ou bien montrer la problématique. Le polymorphisme, parce que dans la programmation il n'y aura pas de problème. Si on déclare un objet de type perse, l'instancier avec le constructeur de perse, il n'y aura pas de problème automatiquement. D'accord? On va essayer de lire les instructions. Donc, on a un objet R qui est de type perse et je l'ai initialisé avec le constructeur perse. D'accord? Sans problème. J'ai fait appel à la fonction affiche de perse. Ça marche, sans problème.
J'ai déclaré un deuxième objet, fr, de type français. Je l'ai instancié avec le constructeur français. Ça marche sans problème. Je fais appel à la fonction affiche. C'est son problème, c'est affiche de français. Donc, le problème se pose, c'est que quand je déclare un objet de type R, et je l'ai instancié avec le constructeur français. C'est là le problème. Automatiquement, je l'ai instancié avec le français, c'est-à-dire je suppose que je suis dans la classe français, même si l'objet est de type perse, mais là, je l'ai instancié avec français. Donc français, c'est de type perse. Automatiquement, il n'y aura pas de problème de, de syntaxe. Mais quand je fais pair.affiche, je m'attends à ce que c'est affiche de français qui sera exécutée. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est affiche de perse. D'accord? Si je veux forcer, je dois faire un cast, c'est-à-dire dire à ce que le perse, le pair plutôt PER, je le force de type français et je fais appel à affiche. D'accord? C'est affiche de français. Donc là, c'est un problème donc de polymorphisme, c'est-à-dire que l'affiche de perse de français ne cache pas encore celle de affiche de perse. D'accord? Et automatiquement, c'est affiche de perse qui prend la main. Et là, il faut résoudre le problème. C'est-à-dire, c'est pas passer ou enlever l'avertissement avec new, mais dire au compilateur que affiche de français, il va cacher, il va substituer affiche de la classe pair, c'est-à-dire tant que un objet fait référence ou là utilise la classe français, une fois que je fais appel à affiche, automatiquement c'est affiche de français. Donc je vais forcer le jeu. C'est ce qu'on appelle, donc là on va faire du polymorphisme. Donc polymorphisme, pour qu'une instance de classe dérivée substitue, d'accord, elle cache elle remplace, c'est-à-dire ça existe encore si on veut faire, on passe par la classe de mère, mais si on passe par la classe fille, la classe, c'est-à-dire l'élément, va substituer complètement un membre de classe d'une autre classe de base, c'est-à-dire la classe de mère. La classe de base doit déclarer ce membre comme étant un membre virtuel, c'est-à-dire virtuel, n'a pas d'existence réelle, d'accord? Et dans la classe fille, on doit noter que cet objet sera utilisé, c'est-à-dire va être utilisé avec le mot-clé override, c'est-à-dire au lieu de new, pour dire qu'on va le remplacer ou bien remplacer l'implémentation de cet élément dans la classe phi. Donc dans la classe perse, j'ai signalé que la méthode affiche de la classe mère comme étant virtuelle. Et dans la classe qui va implémenter la classe perse, qui est la classe français, qui va hériter, c'est-à-dire hériter de la classe perse, j'ai noté ma nouvelle fonction, c'est pas ma nouvelle fonction, c'est-à-dire ma fonction affiche comme étant override, c'est-à-dire elle va la substituer, va la remplacer définitivement, d'accord? C'est-à-dire une fois que je fais référence à la classe français, c'est la méthode affiche de la classe français, et plus, comme on a vu dans l'exemple précédent, celle de la classe perse. Et là, c'est le même code, sauf que affiche, c'est-à-dire dans le troisième initialisation, c'est-à-dire perse, pair, new français, on avait affiche pair.affiche, celle de la classe perse qui a été exécutée là, je l'ai caché complètement et automatiquement, à partir de la classe français, il n'y a plus d'existence de la méthode affiche de la classe de base. Virtuel, override, ainsi de suite. Donc chaque fois, override, elle va remplacer, cacher, remplacer, et ainsi de suite. D'accord? Si on veut arrêter le process, c'est-à-dire, on veut que si quelqu'un, par exemple, donc là, j'ai ma classe que j'ai déclarée, je l'ai notée virtuelle, c'est-à-dire, j'ai donné, là, je donne la possibilité aux autres classes qui vont hériter de ma classe à ce qu'elles remplacent ma méthode ou bien un objet. D'accord? Maintenant, on parle de méthode. Je l'ai noté virtuel et eux, les autres classes, doivent l'implémenter en tant que override, c'est-à-dire ils vont cacher l'accès
à ma méthode. Donc, dans le cas où je veux forcer, ou bien, c'est-à-dire arrêter le fait de donner la permission de substitution de ma méthode, ou bien, c'est-à-dire la méthode de la classe mère. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la noter comme étant field, c'est-à-dire هنايا, je suis dans la classe A, la classe B hérite de la classe A, c'est noté override, donc automatiquement, une fois je fais référence à la classe B, c'est do work de la classe B. Dans la classe C, j'ai encore substitué la méthode do work avec override. Et si je veux, c'est-à-dire que à partir de la classe, je vais remplacer le code de la classe C, je veux qu'à partir de la classe C, il n'y aura plus de substitution, je vais noter sealed override, c'est-à-dire c'est figé et automatiquement, si quelqu'un veut faire l'override dans la classe français étudiant, si quelqu'un essaie de remplacer la méthode affiche avec override, une erreur, ce n'est pas un avertissement cette fois, c'est erreur, on ne peut pas substituer cette méthode parce qu'il est figé ou bien bloqué ou bien c'est sealed. D'accord? Pour le faire, on doit passer par le new. On peut le faire, mais toujours par le new. Et toujours le même problème, comme on a vu avec le cas de new. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça, Mais il faut le tester et voir l'impact. Et Oui. par la suite, une fois, on va essayer de redéfinir les méthodes, c'est-à-dire les méthodes déjà existantes. On va voir, je pense qu'on va rencontrer le problème, c'est que on ne peut pas substituer des méthodes de quelques classes déjà prédéfinies parce qu'ils sont notés comme étant sealed. D'accord? Là, on va passer, c'est-à-dire là, c'est deux exercices. C'est le même, c'est-à-dire le premier et le deuxième, vous allez mettre en place ce mécanisme de polymorphisme et utiliser la notion de override, seal, ainsi de suite. D'accord? Essayez de lire à tête reposée. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. D'accord? Et on se dit à la prochaine séance, Inch'Allah.